Donc, je m'appelle Slavek Gorniak, je travaille pour l'ANISA, l'agence de l'Union européenne pour la cybersécurité. Et premièrement, je voudrais remercier Thierry Clusif pour m'avoir invité ici. Donc, ce que j'ai préparé pour vous, en fait, c'est de vous montrer en fait le rôle de l'ANISA dans le cadre européen de la certification, et aussi de jeter un coup d'œil sur le Cyber Security Act, donc sur la loi sur la cybersécurité. Très rapidement, parce que bon, on parle de l'ANISA, de mon agence, assez beaucoup dernièrement, mais qu'est-ce qu'on fait en général? Donc, on a été créé en 2004 avec un mandat déterminé de quelques années, puis ce mandat a été prolongé. Et on vient en fait d'avoir le mandat permanent juste il y a quelques semaines, donc quand le Cyber Security Act est entré en vigueur. Nos, disons, trois matières, enfin trois domaines où on travaille depuis la création de l'agence, c'est surtout l'expertise, donc c'est de donner des recommandations, des guidelines, sur tout ce qui concerne la sécurité des réseaux et de l'information, parce qu'en fait, au début, ENISA était appelée l'agence pour la sécurité des réseaux et de l'information. On vient juste d'avoir le nouveau nom, agence pour la cybersécurité. Deuxièmement, nous prenons part dans pas dans le développement, mais dans l'implémentation de la policy, donc des politiques de l'Union européenne. Là, quand on a été créé, il n'y avait pas grand-chose dans le cadre législatif de l'Union européenne, en fait, en parlant de la cybersécurité. C'est juste petit à petit, c'est entré en vigueur dernièrement. Et puis notre troisième disons, rôle, c'est d'organiser les communautés, donc d'offrir, disons, une table ronde pour échanger l'information et les acquis. Donc voilà, la dépendance législative, donc le Cyber Security Act dont on parle dernièrement assez beaucoup, c'est juste, disons, une cerise sur le gâteau. Parce que bon, ce paysage législatif devient de plus en plus compliqué en matière européenne. Donc on a des règlements, mais on a aussi des directives, donc des directives qui ne sont pas directement valables dans les États membres, qui doivent être transposées. On peut noter ici, certains de ces actes ont été mentionnés ici déjà avant. Donc la NIS Directive, l'EIDAS, donc le règlement pour l'identification numérique, la PSD2, GDPR, et voilà, maintenant on a le Cyber Security Act qui est en fait, bon, son nom peut paraître un peu grandiose en fait. Ce que l'acte, le Cyber Security Act est vraiment, c'est en fait, il se compose de deux parties. La première, c'est le mandat de l'ENISA, donc de mon agence, qui devient maintenant une agence permanente chargée de tout ce qui concerne la cybersécurité en Europe. Puis avec ça vient une augmentation de ressources considérable, donc le budget, le nombre de personnel qui va augmenter. On recrute par ailleurs, donc aussi quelqu'un a demandé, la CNIL, je pense, a dit qu'il recrute. Nous recrutons aussi, donc je vous invite de regarder sur notre page. Et voilà, donc ça c'est la première partie de l'acte. La deuxième partie, un peu plus intéressant peut-être, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau dans le paysage européen, c'est le cadre européen de la certification. Donc, premièrement, ça aborde la fragmentation du marché, donc il y a des petites initiatives de certification par ici, par là. Ça devient de plus en plus intéressant pour les compagnies, aussi pour les utilisateurs. D'avoir leurs produits, leurs services certifiés, aussi d'utiliser des produits et des services certifiés. C'est basé, le cadre européen de certification, c'est comme un parapluie, disons. Il y a un cadre général, et puis il y aura des schémas, des programmes, comme c'est en fait écrit dans la législation, des programmes spécifiques pour des domaines spécifiques. Donc ce sera tout sera basé sur l'analyse du risque pour la certification volontaire. Donc cette certification maintenant à ce moment-là ne sera pas obligatoire, donc sauf si la Commission dans 2 ans
va en fait faire de certains domaines obligatoires pour la certification. L'acte aussi introduit la notion de la déclaration européenne de conformité. C'est un peu moins qu'un certificat, c'est quelque chose que le prestataire ou le fabricant de l'équipement peut poser, disons, sur son équipement, un peu comme la marque CE qui est reconnue en Europe, et pas seulement. Le cadre définit 3 niveaux d'assurance, donc basique, substantiel, élevé, basé sur le risque, et aussi définit le rôle des États membres ici dans tout le processus, qui sera assez important. Donc, quand on parle de la certification, on a des définitions qui nous sont données par l'ISA surtout. Donc la certification implique l'évaluation et l'attestation par une tierce partie impartiale que le respect des exigences spécifiques a été démontré. Donc là, ce sera basé surtout sur les standards européens, et si on n'a pas, standard international, si on n'a pas standard européen. Et si on n'a toujours pas, alors sur les best practices. Comme j'ai dit, disons, le framework, le cadre, c'est comme un parapluie. On a des schémas de certification au-dessous. Eux, ils sont définis par une autre norme ISO, qui le définit aussi comme un système de certification spécifique. Voilà. Jusqu'à maintenant, la certification des produits a été associée aux critères communs. Donc, il y avait un MRA, Mutual Recognition Agreement, entre certains États membres de l'Union, et pas seulement, et qui en fait faisait qu'un producteur, un fabricant, ne devait pas aller dans tous les 17, je pense, États membres, mais pouvait aller dans un, pour avoir le certificat qui serait valable plus loin qu'un pays. Mais malheureusement, ça n'a pas été ça ne faisait pas partie de l'acquis de l'Union européenne. Donc, en fait, tous les pourparlers qui ont commencé sur la certification, disons, le but originel était de faire ce GIS, donc cet accord européen, plus européen, donc qui aurait entré dans la législation. Mais ça a abouti sur le projet le cadre de certification qui est beaucoup plus important que juste le SOGIS. Donc juste très brièvement, parce que je n'ai plus beaucoup de temps, ici c'est un chemin en fait comment la certification va marcher en Europe. Donc ici on a les 3 parties, disons, qui sont la Commission européenne, qui est en fait le possesseur de tout le processus. Il y a ECCG, donc c'est un groupe de travail qui est composé des États membres. Et à gauche, il devrait y avoir SCCG, donc c'est un groupe de stakeholders. Je ne sais pas pourquoi ça a disparu des slides. Mais bon, en fait, ces 2 parties, donc ECCG et SCCG, seront ils donnent des conseils à l'Union, à la Commission européenne, pour ce qui s'appelle un plan glissant de la certification. Je trouvais ça dans le règlement qui s'appelle comme ça, Rolling Plan en anglais. En fait, ce sera un ensemble de domaines qui seront susceptibles à la certification dans le futur. Donc, une fois ce plan, ce Rolling Plan est établi, la Commission va demander à l'ENISA le travail sur un schéma bien défini. À ce moment-là, l'ENISA va créer un groupe de travail. En fait, on a déjà fait le call pour le premier groupe comme ça, sur la transposition de SOGIS. Le deuxième, sur la certification de services cloud, va être annoncé, sinon cette semaine, alors la semaine prochaine, parce qu'on a reçu en fait la deuxième demande de la Commission très dernièrement. Et donc, avec l'aide de ce groupe de travail ad hoc, on crée un schéma candidat qui est encore transmis à la Commission, et la Commission l'adopte comme un acte d'implémentation. Donc, juste pour vous donner un exemple, donc, parce qu'on vient de recevoir la deuxième demande de la Commission d'établir un schéma de certification candidat sur les services de cloud. Donc, on a reçu cette demande et on est en train de créer le groupe de travail ad hoc, auquel, en fait, vous pouvez aussi participer, parce que le call sera sur notre page dès lundi, je pense.
Donc, on a fait un exercice à sec, disons, comment on pourrait aborder ce problème, enfin, ce problème d'établir un schéma cloud. On voit que, par exemple, il y a beaucoup de normes disponibles pour les différents niveaux, mais ce ne sont pas encore des normes, disons, établies par des organismes de standardisation bien définis, comme reconnus par l'Union européenne comme des organismes de standardisation qui sont dans les règlements. Mais on peut citer ici que bon, pour avoir, disons, tous les 3 niveaux d'assurance couverts, donc le niveau basique, substantiel et élevé, on peut utiliser le knowledge, les connaissances qui sont par-ci par-là dans les États membres, mais aussi dans les différents standards.